Bienvenue à tous, bienvenue donc dans cette deuxième web rencontre du cycle de la DCF. Comme vous avez pu le constater, l'Assemblée des communautés de France vous propose à partir de cette semaine des rendez-vous en ligne que sont ces web rencontres, à la fois d'une part pour gérer la crise que vous vivez depuis déjà plusieurs semaines sur vos territoires et que vous prenez en main, et à la fois pour préparer la reprise, puisque nous pensons qu'il est important de partager les solutions et de réfléchir ensemble aux problématiques qui doivent être remontées pour l'après-crise et notamment la préparation du déconfinement. Merci donc de participer à cette web rencontre sur les autorisations d'urbanisme et DIA pendant la crise sanitaire. Nous allons ensemble décrypter l'ordonnance du 15 avril. Je vous propose d'abord de regarder ensemble quelques règles, on va dire, pour la participation. Alors, tout d'abord, vous connaissez sans doute l'outil que nous utilisons, Zoom. Pour rassurer tout le monde, nous avons bien conscience qu'il y a eu quelques failles de sécurité il y a quelques semaines. La solution a mis en place certaines barrières que nous pouvons installer. Et aujourd'hui, c'est pour ça que vous avez été obligés de vous inscrire. Les liens d'inscription ont été encryptés. Donc, assurez-vous qu'aucun plaisantin ne viendra s'inviter à notre web rencontre. Je vous donne quelques informations sur les échanges et les questions. L'idée, pour ceux qui nous connaissent en présentiel, c'est que ces rencontres servent avant tout à échanger entre nous, vous donner des informations bien sûr, mais aussi faire remonter les expériences de vos territoires et vos problématiques, vos préoccupations. Donc, on va essayer de faire la même chose et on le fait assez bien en vidéo. L'idée, en bas de votre caméra, vous avez plusieurs petites actions. La première, converser. C'est le chat, tout le monde le connaît. Autant vous dire que à contrôler, ce n'est pas évident. Pour autant, on vous le laisse ouvert, vous y discutez, mais nous ne privilégierons pas ce moyen de communication. Ensuite, vous pouvez lever la main. Nous allons avoir des petits moments, comme en présentiel, où bien sûr la parole est ouverte à la salle, on ouvre les échanges. À ce moment-là, vous n'hésitez pas à lever la main et puis on vous donnera la parole. Peut-être pas à tout le monde, mais on essaiera en tout cas. Enfin, j'attire votre attention sur les questions-réponses. C'est là notre moyen de privilégier pour répondre à vos questions. Merci donc de poser vos questions aux intervenants sur les questions-réponses, si possible formulées bien évidemment, ou de voter pour une question. Plutôt que de créer une nouvelle question à laquelle on risque de ne pas répondre, n'hésitez pas à voter pour une question. Elle arrivera en haut et on aura plus de chances d'y répondre. On regroupe donc les questions écrites au même titre que les questions orales. Enfin, vous verrez apparaître sur vos écrans des petits sondages qui nous permettent de prendre un petit peu le pouls, la température de la salle sur certaines questions. Je vous rappelle finalement que cette web rencontre est enregistrée. Elle sera diffusée en replay dès demain, a priori, sur le site de la DCF. Vous aurez également un petit document qui vous répertoriera les questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre, et puis le PowerPoint de cette rencontre, bien sûr, ainsi que les documents dont auront pu parler les intervenants. Voilà, donc sur ces quelques phrases, je vais passer la parole à Philippe Schmitt, secrétaire général de la DCF et conseiller urbanisme et commerce, pour qu'il introduise notre rencontre. Nous sommes désormais 115. Bien, merci Cécile, bonjour à tous. Eh bien, voyez s'afficher à l'écran les différents intervenants qui sont avec nous pour discuter de ce sujet qui est, on va le voir tout de suite, un vrai sujet de préoccupation. Et donc, de la DCF, Cécile qui coordonne toute cette webconf et Raphaël, un des juristes du pôle juridique de la DCF, Jean-Philippe Strebler, que beaucoup connaissent dans le domaine de l'urbanisme, parce que c'est un juriste éminent avec deux spécialités, il faut le dire, on va faire de la pub tant qu'il est là, sur la fiscalité locale d'une part, de l'urbanisme, de la fiscalité de l'urbanisme, et les problématiques d'affichage et de publicité. Et puis Régis Brousse, qu'on va entendre, qui est notre représentant des territoires, qui est le directeur de la planification du droit des sols à Metz Métropole, qui sera là et qui va intervenir plutôt en seconde partie de réunion, mais pour lancer le débat sur la manière dont ça s'est organisé dans les territoires. Il se trouve aussi que Régis est un juriste de formation et il nous donnera un peu son avis sur l'efficacité ou non de l'ordonnance dont on va parler. Alors, je voulais juste faire deux petits mots d'introduction.
et ne pas rentrer sur l'ordonnance elle-même que Jean-Philippe va exposer. Donc, dans l'ordre, c'est Jean-Philippe qui nous expose le cadre légal de l'ordonnance, la manière dont on doit l'interpréter. Ensuite, ce sera plutôt Raphaël qui fera une petite intervention pour faire le lien entre les problématiques que l'on a dans les communautés, dans les territoires aujourd'hui sur l'organisation de la gouvernance du fait des reports des élections locales ou de l'engagement, mais suspendu, du renouvellement des élus, mais qui fait qu'aujourd'hui, dans cette gouvernance provisoire, on peut avoir quelques questions, notamment par rapport à nos sujets de délégation et de décision, de préemption ou autres. Et nous arriverons après à Régis pour ouvrir un débat sur « et alors dans les territoires, on fait comment ?» Voilà, le principe est celui-là. Je disais que c'est un sujet d'actualité, on le sait tous. En fait, nous, les urbanistes, on est concernés par le sujet de la continuité ou non de nos activités, donc particulièrement aujourd'hui sur autorisation d'urbain et DIA, mais évidemment, on évoquera aussi un petit peu la continuité de l'activité sur les autres missions que l'on peut avoir dans les services urbanisme des collectivités. Sujet de préoccupation très lourd. Alors, dans les territoires, peut-être on l'a un peu moins perçu, encore que par ricochet, c'est arrivé dans les territoires, mais ce sujet de la continuité ou non de l'instruction, de la délivrance et des problématiques de recours est un sujet au national très vif parce qu'il y a une très forte mobilisation des promoteurs, constructeurs, aménageurs, notaires, architectes qui se sont j'allais dire ligués, bon, on n'est pas en guerre non plus, mais qui se sont réunis pour faire une pression très forte auprès du gouvernement pour s'assurer qu'il y aura bien une continuité d'activité. Ils ont peur, évidemment, qu'il y ait, à la sortie de l'état d'urgence sanitaire, une rupture dans l'activité de la construction au sens très large du terme. Et nous avons beaucoup discuté avec les ministères, y compris nos élus directement avec les ministres Jacqueline Gouraud et Julien de Normandie, ministre du Logement, pour essayer de trouver un équilibre entre les collectivités qui, entre guillemets, font ce qu'elles peuvent, et on va voir ce que ça signifie, voilà, et de l'autre côté, les architectes et autres qui demandaient une continuité d'activité. Voilà. Mais en période de confinement, ce n'est pas quand même simple. On va déjà, d'emblée, Cécile, faire une petite parenthèse en vous proposant de répondre à une question. Alors, pourquoi cette question? C'est mesuré à travers le petit panel que nous sommes. Là, je vois que nous sommes 130 participants. Eh bien, on va vous demander de dire si oui ou non dans vos territoires, il y a continuité de l'instruction. Donc, ça va être première question. Mais pourquoi? Alors, vas-y, Cécile, propose la question. On ne t'entend pas. Excusez-moi. Dans votre territoire, l'instruction des autorisations d'urbanisme est en cette période d'état d'urgence sanitaire, donc assurée normalement, presque normalement, réduite ou à l'arrêt. Je vois que 30% ont voté. Je te laisse continuer, Philippe. Bien, alors on continue. C'est une question qui est un extrait d'une petite enquête flash qui est partie hier soir à destination de tous les territoires. Une enquête flash qui a été envoyée par la DCF, auxquelles se sont liés l'AMF, France Urbaine, l'Association des petites villes, l'Association des maires ruraux et l'Association Ville-de-France. Donc, c'est en gros toutes les associations représentatives du bloc local qui, pour essayer d'objectiver la situation en lien avec les ministères, envoie ce questionnaire. On vous le transférera, Cécile, si tu veux bien, à tous les participants, le questionnaire dans son entier. Il faut pouvoir y répondre parce que nous avons besoin de calmer le jeu entre, d'une part, les collectivités et les aménageurs sur ce sujet. Bon. Pour autant, pour que nous puissions discuter, c'était intéressant que nous ayons en direct déjà cette première prise de température. Est-ce qu'on a des réponses? Oui, tout à fait. Alors, l'instruction des autorisations d'urbanisme est donc assurée normalement pour 12% de notre public, presque normalement pour 57% de notre public, réduite pour 26% et à l'arrêt pour 5% de notre public. Bien, alors on peut d'emblée
si vous voulez bien répondre à la deuxième question, le pourquoi nous sommes plutôt à l'arrêt. Vous voyez, pour être honnête, je pensais que la part des collectivités dans une continuité absolue de service allait peut-être être un peu plus forte, d'après les remontées qu'on avait. Cécile, à toi. Donc, deuxième question, en cas de difficulté rencontrée dans l'instruction des autorisations d'urbanisme, vous diriez qu'elles proviennent majoritairement, vous pouvez bien sûr cocher plusieurs réponses, des relations entre les services instructeurs et les communes guichets uniques, des services extérieurs consultés moins réactifs aujourd'hui, de l'indisponibilité des agents instructeurs, de la difficile organisation du télétravail des agents, de l'indisponibilité des élus signataires ou des problèmes techniques, informatiques et numériques, ou autres, bien sûr. Je vous laisse le temps de prendre connaissance des réponses. Vous répondez vite. Ah, on nous dit qu'une seule réponse est On ne possible. peut cocher qu'une case, j'en suis désolée. Ah mince. Bon. Bah, On dans pourra le l'enquête, relancer tout à l'heure éventuellement. ouais. Je voudrais juste pour terminer expliquer, et j'ai presque envie de dire ça va rester entre nous, c'est un vœu pieux parce que sur une webconf ça ne va pas du tout rester entre nous, je le sais, mais pour expliquer que l'ordonnance que Jean-Philippe va présenter dans un instant est aujourd'hui, si je puis dire, un peu le fruit d'un compromis. La pression a été tellement forte sur le gouvernement que il a été question à un moment, je dois le dire, de supprimer complètement cette protection juridique des collectivités et que la nouvelle ordonnance dise il y a continuité de service obligatoire et c'est au cas par cas que le maire viendrait expliquer aux pétitionnaires le pourquoi il faut qu'il y ait suspension de l'instruction de cette autorisation d'urbanisme. Et devant les situations très délicates dans lesquelles auraient été placer les collectivités, les élus, et devant les risques juridiques de contentieux à la sortie du confinement que ça aurait pu soulever, nous nous sommes battus pour défendre plutôt l'ordonnance de compromis que Jean-Philippe nous présente dans un instant. Et la toute dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'évidemment, ce sujet nous renvoie à un autre sujet d'actualité qui est la dématérialisation de la chaîne de l'instruction des autorisations d'urbanisme. Vous savez qu'il y a dans la loi Elan une disposition qui nous oblige à la dématérialisation totale de l'instruction. À la fin 2021, au 1er janvier 2022, il faudra que toutes les collectivités soient en place pour ce circuit complètement dématérialisé. Je pense qu'évidemment, cette situation Covid-19 nous ouvre un peu la voie vers un changement de mentalité autour de l'instruction. C'est le débat qu'on aura après que Régis Brousse ait pu nous témoigner un peu de la situation dans son territoire. Qu'est-ce que ça donne, Cécile? Voilà, le résultat du sondage. Donc, à 24%, on nous cite les relations entre les services instructeurs et les communes guichets uniques qui sont rendues complexes. À 41%, donc le plus élevé, des services extérieurs consultés qui sont moins réactifs. À 4% seulement, l'indisponibilité des agents instructeurs. À 18%, la difficulté d'organisation du télétravail. 1% seulement l'indisponibilité des élus signataires et 5% seulement les problèmes techniques, informatiques et numériques. Bon, d'où, alors on peut juste retenir, si j'ai bien compris Cécile, il n'y a pas eu de réponse multiple. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Il n'empêche qu'alors sort comme l'une des difficultés principales la relation aux services consultés dans le cadre des autorisations. On verra si notre enquête à l'échelle nationale confirme ça, mais c'est un point important parce que ça montre bien, encore une fois, que la collectivité ne maîtrise pas toute la chaîne et qu'elle n'est pas la seule responsable s'il y a des retards. Voilà. Et je pense que c'est une information que beaucoup de personnes au ministère seront bien contents d'avoir. Voilà, sans plus tarder, je vous propose de laisser la parole à Jean-Philippe qui va nous exposer, je ne sais pas, en 10-15 minutes, Jean-Philippe, tu nous exposes un peu l'ordonnance avec toute la précision juridique qu'on te connaît. Voilà. Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous. Alors je vais partager mon écran pour avoir un petit support
que je vous ai préparé donc, pour vous présenter, vous parler de la suspension donc, des délais telle qu'elle est organisée par la loi, par l'ordonnance du 25 mars 2020, déjà modifiée à 2 reprises désormais, puisque la deuxième modification est arrivée ce matin. Alors, il faut que j'arrive à avancer. Voilà. Petit rappel du cadre juridique. Donc, on a une loi, la loi du 23 mars d'urgence pour faire face à l'épidémie, qui a habilité le gouvernement à légiférer par ordonnance pour prendre des mesures pour faire face à l'épidémie, notamment parmi ces mesures, il y en a eu un tas d'autres, le confinement, vous connaissez, etc., mais des mesures pour adapter les délais et les procédures de dépôt, de traitement des demandes adressées à l'administration. Notamment. Alors, sur la base de cette loi, dans les 2 jours qui ont suivi, donc 25 mars, une ordonnance a été prise, une première ordonnance a été prise, c'est l'ordonnance du 25 mars 2020, ordonnance numéro 2020-306, donc c'est celle qu'il faut retenir, on va le voir, c'est l'important, donc qui a organisé la prorogation des délais, l'adaptation des procédures, telles que la loi le lui permettait, avec donc, en définissant, je vous passe rapidement, à l'article 1er, une période de référence, de suspension des délais, je vais y revenir dans le détail, donc du 12 mars à 0 heure, donc le 12 mars est suspendu, jusqu'au 24 mai à 0 heure, c'est-à-dire jusqu'au 23 mai inclus. Bon. Deuxième article qui définit un principe général de suspension, de prorogation des délais pendant la période de référence et qui s'appliquera par exemple aux particuliers qui ont des démarches à faire, on aura l'occasion de le voir aussi. L'article 6 qui prévoit une liste d'autorités, parmi lesquelles les collectivités territoriales et divers organismes administratifs, les services qu'on consulte, on vient d'en parler, qui bénéficient d'un régime spécial de suspension également des délais qui leur sont impartis. Et l'article 7 qui définit ce régime dérogatoire de suspension des délais des procédures à caractère administratif. Donc, on a ce cadre qui a été fixé par la loi du 25 mars, par l'ordonnance du 25 mars, et le 15 avril, Philippe vient de l'évoquer, une nouvelle ordonnance, donc 427, est venue apporter diverses dispositions en matière de délai et a organisé un régime particulier dans le régime de suspension prévu par l'article 7, un régime particulier pour les autorisations d'urbanisme et les déclarations d'intention d'aliéner. Donc, notez au passage qu'il n'y a pas de régime particulier, par exemple, pour des délais en matière de procédure de PLU, etc. Donc, le régime particulier issu de l'ordonnance du 15 avril concerne les autorisations d'urbanisme et les déclarations d'aliéner. Mais au final, tout a été intégré. Les ajouts et corrections de l'ordonnance apportées par l'ordonnance du 15 avril ont tous été intégrés dans l'ordonnance du 25 mars. Donc, à ce jour, si vous voulez parler de quelque chose, vous parlez de l'ordonnance du 25 mars, modifiée par celle du 15 avril, mais c'est bien l'ordonnance du 25 mars qui a eu des articles supplémentaires, etc. Et donc, ce matin, journal officiel, paf, une nouvelle ordonnance du 22 avril qui apporte toute une série de corrections et de compléments aux ordonnances précédentes et qui, pour ce qui nous concerne, prévoit dans son article 23 qu'un décret pourrait venir réduire la durée de suspension des délais en matière d'autorisation d'urbanisme. Bon, ce n'est pas forcément un scoop puisque un décret pouvait déjà réduire l'état d'urgence sanitaire. Donc voilà. Et là encore, ce petit ajout, ce petit complément qui ne change rien à ce que je vais vous présenter, a été inséré dans l'ordonnance du 25 mars. Donc, on a toujours une ordonnance 25 mars complétée désormais par 2 ordonnances du 15 avril et du 22 avril, donc au JO de ce matin. Bon. Alors, organisation de cette suspension des délais. Donc, on a le temps qui s'écoule, vous le voyez, et donc la loi du 25 mars a, quant à elle, organisé un état d'urgence sanitaire à partir du 24 mars 2000 à 0 heure, donc à minuit et 1 minute, on est rentré dans l'état d'urgence sanitaire qui a été déclaré par la loi pour 2 mois, donc jusqu'au 24 mai à 0 heure. Donc le 24 mai, on sort de l'état d'urgence, 1 minute plus tard, on est sorti de l'état d'urgence. Alors ça, c'est la loi. L'ordonnance du 25 mars donc, a organisé une période de référence pour la suspension des délais.
Donc, période de référence qui nous dit, depuis le 12 mars, donc avec un effet en quelque sorte rétroactif, à partir du 12 mars, les délais ont vocation à être suspendus, et ceci jusqu'à un mois après la fin de l'état d'urgence déclaré, donc jusqu'au 24 mai. Donc, ça nous amène en période de suspension de délai générique, on va dire, du 12 mars 0h au 24 juin à 0h. L'ordonnance du 25 mars 2000 a donc été complétée le 15 avril pour ajouter notamment 4 articles 12 bis à 12 quater, et ces 4 articles organisent une période dérogatoire de suspension des délais, une période plus réduite. Donc, on a raccourci la période de suspension des délais, donc notamment en matière de référé et de recours, en matière d'instruction des autorisations et en matière de préemption. Donc voilà le régime général. Alors, je vais détailler un peu plus. S'agissant des délais d'autorisation d'urbanisme, donc on était parti, j'allais trop vite, voilà. On était donc parti d'une suspension jusqu'au 24 juin. Le 15 avril, on dit c'est suspendu que jusqu'au 24 mai à 0h. Alors, concrètement, imaginons un délai, alors une autorisation qui a été déposée, une consultation qu'on a lancée, donc c'est le même régime, on va le voir. Donc, il y a un délai qui a commencé à courir avant le 12 mars. Bon, voilà le délai normal qui aurait dû commencer à courir avec sachement à la fin de ma petite flèche orange. Bon. Patatras, l'ordonnance passe par là et nous dit tout ça est suspendu jusqu'au 24 mai. Et donc, à partir du 24 mai 0h, le délai recommence à courir. Il avait commencé à courir avant le 12 mars. Il recommence à courir pour la durée restante. Il a donc été interrompu, mis entre parenthèses, pendant cette période du 12 mars au 24 mai 0h. Imaginons maintenant, deuxième cas de figure, qu'un délai ait dû commencer à courir. On a lancé une consultation après le 12 mars. Une demande d'autorisation est rentrée après le 12 mars. Et donc, on est en période de suspension des délais. Donc, tout est reporté. Alors là, pour le coup, il n'y a rien qui commence à courir comme délai, ni de consultation, ni de traitement de l'autorisation. Le délai ne commence pas à courir. Il commence donc à courir pour sa totalité à partir du 24 mai. Et pareil pour une demande qui aurait été présentée en fin de période de suspension, qui aurait dû donc être traitée au-delà du délai du 24 mai, eh bien le délai ne commence à courir officiel, donc de consultation ou de traitement, qu'à partir du 24 mai 0h. Donc voilà les principes de traitement de suspension des délais. Ceci étant, il est important de noter que le fait que les délais au terme desquels une autorisation est acquise par le pétitionnaire par voie tacite ne suspendent pas la compétence de l'autorité pour prendre une décision dont elle est saisie. C'est simplement le délai limite qui lui est imparti qui est suspendu ou dont le point de départ est reporté, mais on a le droit de prendre des décisions entre le 12 mars et le 23 mai. Et d'ailleurs, toute une série de collectivités l'ont déjà fait pour éviter notamment un engorgement à partir du 24 mai, s'il faut tout sortir, parce qu'on avait mis tout au chaud jusqu'à cette période. Bon. Alors, qu'est-ce qui est concerné dans ces suspensions que je viens de vous présenter? Eh bien, on appelle les délais d'instruction. Donc, délai, nous dit l'ordonnance, article 12 ter, alinéa 1 et 2, délai concernant les demandes d'autorisation d'urbanisme, donc aussi bien les permis de construire, d'aménager que de démolir, les certificats d'urbanisme qui n'avaient pas été expressément mentionnés précédemment. Donc, on nous dit les certificats d'urbanisme, les délais d'instruction des certificats d'urbanisme, 1 mois ou 2 mois, sont également concernés. Et bien évidemment, ceux aussi des déclarations préalables, qu'elles concernent des constructions ou des aménagements. Sont également concernés les délais lors de l'instruction. Pour émettre un avis, on en a parlé dans le sondage, pour exprimer un accord, donc les différents services qu'on est amené à consulter, leurs délais sont suspendus exactement de la même manière que ce que je vous ai présenté dans mon schéma précédent.
et sont également suspendues les procédures de récolement, donc de contrôle de la conformité des constructions. Donc, si on est saisi du DCA, de déclaration d'achèvement et attestant l'achèvement et la conformité des travaux, et ben, le délai pour aller vérifier est également suspendu jusqu'au 24 juin ou reporté jusqu'au 24 mai, pardon, lapsus, jusqu'au 24 mai pour faire ce récolement. Alors, il y a juste un petit point particulier, grosse interrogation sur le délai dont nous disposons pour demander des pièces qui manquent lorsqu'un dossier est incomplet ou pour notifier les délais majorés. En effet, on nous dit délai d'instruction. Est-ce que ce délai d'un mois est un délai d'instruction? Il y a une bizarrerie parce que dans l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars, on nous dit sont suspendus de manière générique les délais impartis pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou solliciter des pièces. Donc, il y a un alinéa spécial pour ça. C'est donc pas traité dans les délais d'instruction en général. Bon, moi, il me semble, et pour en avoir discuté avec un certain nombre d'autres collègues et confrères juristes, il faut absolument considérer, même si c'est ambigu, que ce délai d'un mois est traité de la même manière que ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire avec une suspension jusqu'au 24 mai et non pas au bénéfice du régime de l'article 7 qui permettrait une suspension jusqu'au 24 juin. On arriverait à des situations complètement délirantes où les notifications de pièces manquantes arriveraient après l'autorisation tacite qui aurait été obtenue avant. Enfin, donc, peut-être que les choses sont ambiguës, mais de grâce que chaque collectivité fasse l'effort de considérer que ce délai de demande de pièces ou de notification des délais majorés entre dans le champ de l'article 12 ter, c'est-à-dire que la suspension n'est que jusqu'au 24 mai et non pas jusqu'au 24 juin. Bon. Alors, pour le pétitionnaire, notez au passage que le pétitionnaire, ce n'est pas une administration. Et donc, le pétitionnaire, lui, il a un délai qui est suspendu jusqu'au 24 juin. Si on lui demande des pièces, il a jusqu'au 24 juin pour les fournir, donc un délai un peu plus long. Ceci étant, quand ça repart, ça ne repart que pour un maximum de 2 mois. Enfin, bon. Donc, pour le pétitionnaire, ce n'est pas une administration, donc il entre dans un autre régime de suspension, qui est le régime générique de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars. Dernier point, la suspension des délais de recours. Là aussi, l'ordonnance du 15 avril a apporté des corrections. Donc, voilà, je rappelle le schéma général. Donc, urgence sanitaire jusqu'au 24 mai. L'ordonnance du 25 mars qui nous disait les délais sont suspendus jusqu'au 24 juin. Et l'ordonnance du 25 mars qui modifiait le 15 avril, qui nous dit non, c'est suspendu que jusqu'au 24 mai. Alors, comment les choses se passent en matière de recours? Donc, imaginez un délai de recours qui commence à courir, ce qui suppose bien évidemment pour les tiers que ça a été affiché sur le terrain et pour le préfet que le délai lui ait été transmis. Donc, il y a un délai de recours qui court, normalement donc 2 mois à compter de l'affichage ou de la notification. Patatras, suspension des délais. Donc, on était parti normalement jusqu'au 24 juin et à ce moment-là, on repartait pour 2 mois. Alors ça, c'est un scénario qui est toujours valable pour des délais contre un PLU, par exemple, ou contre un refus de permis. Voilà le scénario refus de permis. Vous avez refusé un permis avant le 12 mars, eh bien la contestation, donc si les 2 mois n'étaient pas écoulés, la contestation, le recours peut être engagé à partir du 24 juin pour 2 mois, pendant 2 mois. S'agissant des autorisations accordées, donc c'est bien uniquement les permis accordés ou les déclarations sans opposition. Donc le nouveau régime depuis le 15 avril, c'est le délai avait commencé à courir, il est suspendu, il repart à compter du 24 mai, donc il repart, il n'est donc pas totalement reporté, il repart juste pour la période restante, mais avec un minimum de 7 jours, donc s'il n'y restait plus que 3 jours, il a quand même gagné 4 jours au passage. Bon. Pour les délais qui auraient dû commencer à courir, ce qui suppose donc que si c'est le préfet, le dossier lui a été transmis, délai normal, donc qui aurait dû commencer à courir à partir du 12 mars, ou un affichage qui aurait été fait sur le terrain
pas impossible. Si c'est votre maison, vous affichez. Vous êtes même confiné, vous pouvez afficher. Bon, pour les tiers, c'est un peu plus compliqué d'aller voir. Donc, le délai aurait dû commencer à courir. Eh bien, non, le délai ne court pas. Tout est reporté et commence à courir à partir du 24 mai. Pareil pour un délai qui aurait commencé à courir et qui se serait terminé au-delà du 24 mai. Tout est reporté à partir du 24 mai et ne commence à courir qu'à partir du 24 mai. Voilà. Je termine en partage d'écran. Est-ce qu'à ce stade, on a des questions? Alors, on a déjà une question de Madame Marilyn Leyen, si je vois une main levée, tout à fait. Donc, Madame Leyen, si vous voulez bien, je vais vous permettre de parler. Ah non, Madame Leyen n'a plus la main. Ah, baissez la main, pardon. Bon, alors, est-ce qu'on a des questions? Est-ce que certains lèvent la main? Voilà, Élise Wallet. Alors, je vais vous permettre de parler, Madame Wallet. On devrait vous entendre si vous ouvrez votre micro. Voilà, c'est bon. Madame Wallet, on vous entend. Ah, le micro ne doit pas fonctionner, pourtant il est ouvert. Ça arrive, les aléas du direct. Alors, Madame Wallet, est-ce que vous arrivez à ouvrir votre micro en bas à gauche? Pourtant, il a l'air ouvert. Malheureusement, on ne vous entend pas. Bon. Peut-être qu'on a des questions à l'écrit en attendant, Raphaël? Alors, je vois pour les CU, les CU sont concernés de la même manière que les autorisations. Ça a été précisé par l'ordonnance du 15 avril. Donc, délai d'instruction, pareil. Alors, il y a une question sur un sujet, je vais vous laisser y répondre, mais sur un sujet très important autour des recours. S'il y a inquiétude politique, si je puis dire, elle porte plus sur les recours que sur la délivrance des autorisations. Et certains ont peur que le confinement empêchant l'affichage, etc., que en fait, le caractère juridique d'une autorisation n'ait vraiment toute sa consistance que dans un délai vraiment reporté. C'est l'un des points de crispation. Jean-Philippe, qu'est-ce qu'on peut dire sur les… Alors, en période normale, vous obtenez une autorisation, vous êtes censé l'afficher et ça fait courir les délais de recours. Vous ne l'affichez pas, vous avez quand même une autorisation. Vous avez quand même une autorisation et il y a des gens qui commencent des travaux en ayant oublié d'afficher, en n'ayant pas affiché ou mal affiché, ou ça ne reste pas affiché pendant 2 mois. L'autorisation est quand même bien là. Alors simplement, elle est contestable plus longtemps si l'affichage a été défaillant. Voilà. Alors, il y a une question de Madame Baudet qui demande justement sur l'affichage. Est-ce que les bénéficiaires d'une autorisation doivent afficher sur leur terrain dès lors qu'ils ont l'autorisation et le maintenir 2 mois à partir de la fin de la période dérogatoire? Alors, là-dessus, les choses ne sont pas évidentes. Le bon sens voudrait que, effectivement, alors on peut afficher bien évidemment tout de suite, je le disais, vous n'êtes pas obligé d'être déconfiné pour afficher si vous aviez un panneau sous la main, afficher votre permis de construire si vous avez été notifié pendant la période. Donc, l'affichage peut commencer, mais de toute façon, les délais de recours ne commencent à courir qu'à compter alors si ça a été affiché avant le 12 mars, ok, on a vu, ça recommence à courir, mais si on a affiché entre le 12 mars et le 24 mai, eh bien les délais de recours ne commencent à courir qu'à compter du 24 mai et la logique voudrait évidemment que ça reste affiché pendant au moins 2 mois. Puisqu'on dit le point de départ des délais de recours, c'est l'affichage continu pendant 2 mois, soyons un peu logiques, même si j'ai commencé à afficher avant. Donc, ça ne sert de toute façon à rien en matière de délai. Les délais de recours ne commencent à courir qu'à partir du 24 mai. Donc, ils peuvent afficher avant. Le bon conseil, c'est de quand même continuer à afficher pendant au moins 2 mois à partir du 24 mai et de toute façon, en théorie, pendant toute la durée des travaux. Une autre question de Madame Sipierre qui demande si on peut envoyer des notifications, donc prendre des décisions demande de pièces, par exemple, durant la période dérogatoire, au même titre que des décisions. Bien sûr. Donc, on peut envoyer des consultations.
Les services consultés auront un délai suspendu également pour répondre, mais on va le voir beaucoup répondre, et vous l'aviez d'ailleurs relevé dans le sondage. Vous pouvez envoyer une demande de pièces. La Poste n'est pas totalement paralysée. Simplement, le demandeur qui reçoit cette demande de pièces, lui, est pour accomplir cette formalité de manière à ce que la demande ne soit pas tacitement rejetée au bout de 3 mois, eh bien, aura jusqu'au 24 juin un délai suspendu. Donc, on peut l'envoyer, il sait qu'il peut préparer. Il peut d'ailleurs renvoyer ses pièces, y compris pendant la période de suspension. Tout le monde n'est pas paralysé sur un lit quand même. Donc, il peut renvoyer ses pièces pendant la période de suspension. Et s'il ne les renvoie pas parce qu'effectivement, il est coincé, confiné au diable Vauvert, sans accéder à ce qu'il faut pour nous envoyer les pièces, eh bien, le délai pour les fournir commencera à courir pour lui le 24 juin. Alors, avec un petit problème, un petit schmoll, c'est que quand il commence à courir, ce n'est que pour un maximum de 2 mois. Bon, mais de toute façon, il a déjà un mois de plus que nous, 24 mai. Voilà. Après, c'est aussi à lui. On a raccourci les délais administratifs parce qu'on voulait que l'administration se bouge et on n'a pas voulu brusquer les particuliers quand ils avaient des choses à faire. Pour les particuliers, c'est jusqu'au 24 juin pour fournir, à partir du 24 juin que le délai commence à courir, mais il ne court que pour 2 mois. Voilà. Alors, je crois qu'on a une question à l'oral de Madame Véronique Réau. Madame Réau, je vais vous ouvrir le micro. Ouais, suspense. Suspense. Alors, décidément. Madame Réau? Oui. D'accord, bonjour. Oui, alors nous, on continue à instruire les autorisations d'urbanisme en fonction des éléments qu'on reçoit et des consultations. Par contre, à l'intérieur de nos décisions, on vise quelle ordonnance? Est-ce qu'on vise déjà la première, donc celle du 23 mars, et qu'on rajoute aujourd'hui celle du 22 avril? Tout simplement, est-ce qu'on parle de… Non? Non, ce n'est pas la peine de vous embêter. Comme je vous l'expliquais, celle du 15 avril, qui a apporté, c'est celle qui nous apporte les compléments essentiels sur les autorisations d'urbanisme. Oui. Tous ces articles ont été intégrés dans celle du 25 mars. Donc, si vous voulez être scrupuleux, vous dites, vu l'ordonnance du 25 mars modifiée, si vous voulez. Sinon, vous dites, vu l'ordonnance du 25 mars, et de toute façon, gardez dans un coin de la tête que les visas ne sont pas une formalité substantielle et qu'on est censé viser que des choses qui nous ont servi à prendre des décisions. Donc, en fait, même si vous sortez une autorisation aujourd'hui et qui n'est pas concernée par un délai qui aurait été suspendu, etc., que vous l'avez traité normalement parce que vous aviez tout ce qu'il fallait pour la sortir, vous n'avez même pas besoin de viser l'ordonnance puisqu'elle ne vous a servi à rien, cette ordonnance. Mais elle peut. Oui, mais elle a des incidences sur les recours. Les incidences sur les recours n'ont rien à voir avec la prise de décision pour laquelle on a visé des textes. Voilà. Okay. Bon, donc, viser l'ordonnance du 25 mars, modifier, et puis tout est réglé. OK, d'accord. Je voudrais, pardon, non, mais qu'on laisse par principe aussi Régis réagir, parce que je le vois réagir de la tête, mais il a le droit aussi de son expérience de compléter les réponses ou voire être en contradiction avec ce que délivre Jean-Philippe, mais il y a peu de chance. Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Jean-Philippe. Je suis extrêmement légaliste parce que je suis juriste de formation et qu'il ne faut pas qu'on sorte des autorisations qui pourraient souffrir d'une quelconque illégalité. Mais là, en matière de visa, à la fois la jurisprudence nous permet d'être quand même relativement souple. D'Antony est passé par là. On ne va pas s'embêter. Restons pragmatiques sur effectivement la façon dont on instruit pendant cette période de confinement, et ce n'est pas facile, pour s'éviter effectivement d'avoir à viser, comme le disait Jean-Philippe, une ordonnance qui, comme vous prenez une décision express, n'a pas forcément, voire pas du tout, vocation à s'appliquer à cette décision que vous délivrez. Donc, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de questionnement important à avoir là-dessus. Si vous voulez, moi, je pense qu'il y a même un enjeu beaucoup plus fort. Quand on sera effectivement dans des décisions qui auront été affectées par la suspension des délais, qu'on aurait dû sortir normalement plus tôt, etc., il serait beaucoup plus important, non pas de viser l'ordonnance, mais de mettre un considérant expliquant qu'on la sort parce qu'on est effectivement dans des délais dans ce cadre-là, suspendus. Oui.
la motivation, donc les considérants, me paraissent nettement plus importants Oui. si on fait jouer les dispositions de l'ordonnance, donc la suspension des délais, que le visa de l'ordonnance. Très bien. Est-ce qu'on a une autre question éventuellement à l'oral? N'hésitez pas à lever la main. Alors, Madame Wallet, vous êtes revenue. Je vais vous permettre de parler et activer votre micro. Nous devrions vous entendre. Madame Wallet, je crois que décidément, Le micro a des... la conversation ne passe pas avec Madame Wallet. Je suis désolée si vous voulez reposer votre question à l'écrit. Alors, je vois une question là affichée, un permis déposé avant, qui aurait été tacite après le 12 mars. Donc, les délais sont suspendus s'il n'était pas tacite avant le 12 mars. On peut délivrer une autorisation express sans attendre le 25 mars. Suspension des délais pour l'obtention d'un tacite ne signifie pas qu'on ne peut pas prendre de décision. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, vous pourrez valablement expliquer que vous prenez ces décisions au bénéfice des dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance qui ont organisé une suspension et qui fait que le permis n'a pas été tacite comme comme on aurait pu le penser. Bien, peut-être alors une nouvelle question de Madame Réau. Hop. Vous pouvez parler, Madame Réau. Oui. Alors, est-ce que nous allons pouvoir avoir accès au PowerPoint que vous avez fait avec tous les tableaux explicites? Je pense qu'ils vont bien nous servir. Oui, tout à fait. Les PowerPoint vous seront bien sûr envoyés juste après enfin, plutôt demain. D'accord. Voilà. Ok, Cadeau. merci. Je me méfie. Merci. Oui. Une question peut-être encore à l'écrit? Oui, il y a une question très pratique, je me permets de la relayer autour de l'envoi de pièces et modifications de délai par courrier recommandé. Que vaut une notification par mail si le pétitionnaire a donné son adresse? Si dans le formulaire, il a noté qu'il était d'accord pour la communication par mail, allons-y, hein, c'est fait pour ça. Après, s'il l'a pas coché, effectivement, il n'y a plus que la poste ou aller voir sur place, mais ça, en période de confinement, c'est un sujet important dans cette période un peu nouvelle, justement. On est un peu à cheval entre la démat, et puis l'organisation un peu au coup par coup dans cet état d'urgence. Régis, sur cette question-là, le praticien. Alors, on s'est posé effectivement cette question parce que au début du confinement, les services postaux n'étaient pas se posaient encore des questions de continuité d'activité, et donc on s'était posé la question de savoir effectivement si on pouvait utiliser le système qui est mis en place par la Poste pour envoyer des recommandés en dématérialisé. Ça existe. Bon, ça posait des questions, mais vraiment pratico-pratiques, puisque comme une partie de l'effectif était en télétravail, une question toute simple, oui, c'est ça, Jean-Philippe, c'est-à-dire qui c'est qui va payer le recommandé. Donc, on s'est posé la question de savoir si l'agent allait effectivement avancer l'argent, se faire rembourser par la collectivité. Bon, bref, ça nous paraissait vraiment très, très compliqué. Et puis, au fur et à mesure, la Poste a commencé à se remettre effectivement à travailler presque correctement. Et aujourd'hui, effectivement, on envoie des décisions, alors pour le coup papier, je vous expliquerai que on dématérialise beaucoup, mais on rematérialise aussi beaucoup. Donc, on envoie encore des recommandés par papier sur ce type de décision, sur ce type de courrier. Voilà, pas recommandé. Je vous propose à ce stade, si vous voulez bien, que nous ayons un petit intermède avec une nouvelle question. L'ordonnance, en gros, a été présentée par Jean-Philippe. On va se poser la question justement de votre jugement sur cette nouvelle ordonnance avant qu'on passe la parole à Raphaël Meyer. Très bien, alors jugez-vous les nouvelles ordonnances telles que présentées tout à fait adaptées malgré le raccourcissement de la suspension des délais, génératrices d'inquiétude ou inadaptées et contre-productives? Je vous remercie de prendre une seconde pour voter. Vous êtes 140, mais ça va quand même assez vite. Quel suspense, n'est-ce pas? Oui.
Alors, les résultats se sont un peu stabilisés, donc je vais vous les partager dès maintenant. Nous avons 18% de nos participants qui trouvent qu'elle est tout à fait adaptée, 49%, donc une majorité, le maximum, pardon, le plus pour adapter malgré le raccourcissement de la suspension des délais, 29% qui trouvent qu'elle est génératrice d'inquiétude tout de même, et 4% inadaptée et contre-productive. À ce stade, si vous voulez bien, que ceux qui ont indiqué qu'elle était génératrice d'inquiétude, voilà, puissent essayer, le temps qu'on écoute Raphaël maintenant dans son exposé, puissent essayer de préparer un petit peu un temps d'échange sur ce sujet. En quoi elle est génératrice d'inquiétude, c'est très important qu'on prenne quand même quelques minutes pour en discuter. Merci Cécile, on passe la parole à Raphaël. Tout à fait. Alors, bonjour à tous, moi, je vais vous parler des enjeux de gouvernance locale concernant l'urbanisme. Alors, ça concerne principalement l'ordonnance du 1er avril 2020. Déjà sur les mandats, comme vous le savez, dans l'immédiat, dans toutes les communes et les intercommunalités, il y a eu une prorogation des mandats des élus municipaux et communautaires qu'ils exerçaient à la veille du premier tour, y compris s'ils ne se présentaient pas aux élections ou ont été battus au premier tour qui s'est déroulé le 15 mars. Pour les conseillers élus au premier tour, leur élection est acquise, mais leur entrée en fonction est différée à une date fixée par un décret à venir. Après la parution de ce décret, donc prévoyant l'entrée en fonction des élus du premier tour, il va y avoir une situation différenciée des communautés et métropoles selon que leurs communes ont ou non été intégralement renouvelées, avec soit, si elles ont été intégralement renouvelées, une recomposition et une élection du président, etc. Enfin, c'est classiquement. Et dans l'hypothèse où au moins une commune nécessite un second tour, il y aura un conseil communautaire mixte avec des élus, donc anciens entre guillemets, et les nouveaux élus entrés en fonction. On n'entre pas dans le détail, c'est pas l'objet. Pour pallier justement à l'état d'urgence sanitaire, les pouvoirs du maire et du président de l'intercommunalité ont été renforcés. Et c'est le cas notamment pour éviter de trop nombreuses réunions du conseil en ce temps de crise, même si, on va le voir, il est possible aujourd'hui de réaliser des conseils communautaires à distance. Alors, pour l'échelon municipal, les pouvoirs du conseil municipal mentionnés à l'article L2122-22 du CGCT, sauf exception, sont délégués de plein droit au maire, sans qu'aucune intervention du conseil ne soit nécessaire. Cela permet notamment d'exercer au nom de la commune les droits de préemption, dès lors que, bien sûr, la commune est compétente en matière de PLU. À l'échelon intercommunal, c'est la logique inverse. Toutes les attributions du conseil communautaire sont déléguées de plein droit au président, sauf les exceptions habituelles mentionnées au L5211-10 du CGCT, qui impliquent une nécessité de réunir le conseil. Et cette exception comprend notamment les orientations en matière d'aménagement, d'équilibre social de l'habitat et de politique de la ville. Ceci entraîne de fait la fin des délégations du Conseil antérieurement accordées au bureau dans son ensemble. Concernant le PLU, qu'est-ce que ça a pour incidence ces transferts de pouvoir au président? En réalité, on va le voir, ça n'a aucune incidence parce que les procédures d'élaboration, de modification et de révision d'un PLU, pour l'échelon communal compétent en matière de PLU, il y a toujours une nécessité d'une délibération du conseil municipal car ce n'est pas inclus dans les pouvoirs automatiquement délégués à l'exécutif au maire. Pour l'échelon intercommunal, toutes ces procédures, donc d'élaboration, de modification ou de révision, portent toute orientation en matière d'aménagement de l'espace, quel que soit leur contenu ou leur amplitude, c'est-à-dire dans l'exception qui n'est pas délégable à l'exécutif de la collectivité. Par conséquent, le président ne peut pas mettre en œuvre ces procédures. Donc, l'ordonnance n'a pas d'incidence concernant les PLU. Il y a toujours l'obligation de réunir les conseils avec des assouplissements
notamment la possibilité de réunion à distance et même un quorum allégé à 1/3 des membres présents en présentiel ou à distance et représentés avec le système de pouvoir. Concernant le droit de préemption urbain, ça c'est des simples rappels. Le titulaire primaire du droit de préemption urbain, c'est la collectivité compétente en matière de PLU, qui sont soit des communes membres de communautés de communes ou d'agglomération lorsque la minorité de blocage a été mise en œuvre, et donc que la compétence PLU n'a pas été transférée à l'intercommunalité, soit les communautés et métropoles de plein droit compétentes ou parce que la minorité de blocage n'a pas été exprimée dans les communautés de communes et communautés d'agglo. En interne, automatiquement, c'est l'exécutif de la collectivité qui est compétent, donc depuis l'ordonnance du 1er avril 2020. Pour mémoire également, le titulaire primaire du DPU peut déléguer l'exercice à un titulaire secondaire. C'est le code de l'urbanisme qui le prévoit. Organiquement, cette décision peut se faire au profit de l'État, d'une collectivité locale, d'un établissement public ayant vocation, ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. La subdélégation d'une compétence est interdite par le titulaire secondaire. Matériellement, cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées. C'est une délégation générale ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. C'est la délégation au cas par cas. Quelles sont les incidences maintenant? D'un point de vue matériel, il y a deux principales situations qui peuvent se présenter. S'il existe une délégation générale prévue en externe, prenons l'exemple entre une commune et une interco. L'interco est compétente en matière de PLU, elle délègue l'exercice du droit de préemption urbain à la commune. C'était une délégation qui était antérieurement en vigueur. Eh bien, dans ce cas-là, l'exécutif, donc le maire en l'occurrence, de la collectivité attributaire devient automatiquement compétent pour exercer ce droit. Si était mis en œuvre le mécanisme de délégation au cas par cas, il y a deux possibilités. Soit le titulaire primaire de la compétence, c'est-à-dire, toujours dans notre exemple, le président de l'intercommunalité, prend une décision ayant valeur de délibération pour déléguer l'exercice de manière générale à chaque commune membre. Dans ce cas, ce sera le maire de chaque commune membre qui aura la compétence. Donc on revient au premier cas pour exercer le droit de préemption urbain. Soit l'exécutif, donc le président, prend, comme à l'accoutumée, à l'occasion de l'aliénation d'un bien, des décisions au cas par cas pour décider et permettre à une autre personne publique d'exercer le DPU. En tout état de cause, donc quoi qu'il en soit, si aucune délégation n'a été prévue, le titulaire général de la compétence, le titulaire primaire, peut toujours se mettre d'accord de manière informelle avec la personne publique qui souhaitait exercer le droit de préemption urbain, mais il n'y a pas de délégation ou ça n'a pas été fait, pour préempter, puis céder, faire une cession entre personnes publiques avec la personne publique qui souhaiterait racheter un immeuble. Voilà. Très bien, merci Raphaël. Un petit complément demandé par Lucie, alors je ne vois pas votre nom, je pense que c'est Lucie Martin, sur le chat. Pour les demandes de pièces complémentaires, vous ne faites donc pas de différence entre le fait que la fin des 3 mois pour demander les pièces intervienne avant ou après la période dérogatoire? Mon micro, ma caméra. Voilà. Donc, c'est l'article 2 que j'étais en train de relire de l'ordonnance qui s'applique. Tout acte prescrit par la loi, le règlement à peine de nullité, sanctions, etc. Donc, s'il ne fournit pas les pièces, sa demande sera tacitement rejetée, qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée, sera réputé avoir été fait s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder à la fin de la période, donc 24 juin pour eux, la limite de 2 mois. Donc, tout acte qui aurait dû être accompli pendant la période est reporté
de 2 mois maximum à compter du 24 juin. Si effectivement la date, d'après cet article, si la date dans laquelle il est censé fournir les pièces tombe au-delà, l'article 2 dit bien qui aurait dû être accompli pendant la période du 12 mars au 24 juin. Donc, si la demande de pièces expirait en quelque sorte, si le rejet tacite intervient après le 24 juin, il n'y a pas de suspension. Voilà. Donc, c'est la fin des 3 mois pour fournir les pièces qui va nous donner la discrimination. Voilà. C'est toute l'ambiguïté et que peut avoir cette ordonnance. Elle n'est pas parfaite, loin de là. Elle demeure sur certains points un peu compliqués, et notamment sur ce point-là. C'est-à-dire qu'en gros, le pétitionnaire serait plus garanti si l'administration ne fait pas le travail pendant cette période de confinement que si l'administration fait son job. C'est quand même un peu paradoxal. Là, sur ce point, il y a, à mon avis, un petit manque au niveau de l'ordonnance. Je crois qu'on pourrait quand même prendre le temps de lire toute la question de Lucie Martin, essayer d'y répondre sur ces demandes de pièces complémentaires. C'est un sujet important dans l'instruction. Cécile, tu nous la lis, tu peux? Oui. Donc, pour les demandes de pièces, ce que je lisais tout à l'heure, pour les demandes de pièces complémentaires, vous ne faites pas de différence entre le fait que la fin des 3 mois pour demander des pièces intervienne avant ou après la période dérogatoire. Complément de question. Si le délai pour fournir les pièces arrive à échéance après la période dérogatoire, par exemple, si la demande de pièces est faite le 24 avril, le demandeur aura bien jusqu'au 24 juillet pour les fournir. Merci. Alors, si la demande de pièces est faite le 24 avril, oui, c'est ça. Là, il n'y a pas de majoration ou de report. Je répète, dans l'article 2, la suspension et donc le report pour fournir les pièces à partir du 24 juin ne vaut que pour les demandes de pièces qui seraient échues avant le 24 juin. Donc là, en l'occurrence, si on fait une demande de pièces le 24 avril, qu'elle a donc été reçue, notifiée au demandeur le 24 avril, il a 3 mois. Au bout de 3 mois, la demande est tacitement rejetée, sans qu'on ait quoi que ce soit d'autre à faire. Et donc, il a bien jusqu'au 24 juillet, puisque l'échéance est postérieure au 24 juin. Voilà. Après, on peut effectivement aussi rester un peu pragmatique, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de hiérarchisation entre les différents articles de l'ordonnance. Le 2 n'est pas plus fort que le 7. Donc, on pourrait continuer à appliquer effectivement le 7. C'est vrai que ça aurait été mieux si on avait une précision. Philippe, le 7 ne s'applique qu'aux administrations. Oui, je sais bien. Voilà. Non, mais qui est un vide potentiel là-dessus, j'en suis parfait. Ouais. Voilà. On a une situation un peu idiote sur ces questions de demande de pièces. Bon, après, on peut se dire que tout ce qui a été fait pour accélérer était surtout dans l'intérêt de sortir les autorisations. Après, si on fait une demande de pièces, si le gars il veut son autorisation rapidement, il fournira les pièces rapidement aussi. Voilà. Bon, oui. Mais c'est vrai que c'est une situation un peu bizarre sur l'aspect demande de pièces parce que ce n'est pas un délai imparti à l'administration. Donc, on est dans malheureusement l'article 2. On est d'accord. J'en ai une autre de situation un peu bizarre et ça me permet de rebondir sur des questions qui ont été posées. C'est sur les autorisations Code de la construction et de l'habitation, ERP. J'avoue que moi-même, j'ai un doute de savoir si effectivement l'ordonnance s'applique à ces autorisations ou si elle ne s'appliquerait que au permis de construire qui vaudrait autorisation ERP. Qui là aussi serait ubuesque, c'est-à-dire qu'en gros… l'ordonnance de ce matin, a précisé que les permis de construire… Enfin, d'une part, a soumis au même régime les autorisations ERP, etc. D'accord.
les a fait rentrer. Mais de toute façon, d'ores et déjà, dans l'ordonnance du 15 avril, on disait les autorisations d'urbanisme, qu'elles aient une autre valeur, en plus au titre des ERP, des autorisations de travaux, monuments historiques, etc. C'est une autorisation d'urbanisme, donc elle était concernée par le… On est d'accord, mais à contrario, tout ce qui n'est pas une autorisation d'urbanisme, comme une AT pure CCH sans qu'il y ait effectivement de lien avec l'urbain, n'était pas concerné. Donc ça a été rattrapé par l'ordonnance de ce matin. Voilà, donc du coup ça répond à un certain nombre de questions. Vous avez droit en direct à un bon petit débat entre juristes et passionnés, c'est quand même pas mal. On va en profiter. Vous pouvez continuer à reposer les questions. On va profiter de la prise de parole de Régis pour lui donner un peu la parole. On n'oublie pas, Régis, dans ton témoignage, que 30% de nos 140 et quelques participants nous indiquent 30% que le service chez eux est soit à l'arrêt, soit en sommeil. Voilà. Ce n'est pas le cas chez toi. Tu nous expliques pourquoi, comment. Et puis, on te donne un peu la parole. Tu fais vivre un peu les territoires à travers ton exemple à Metz Métropole. On te laisse la place. En direct des bureaux. Tout à fait. Alors, comment ça s'est passé chez nous? La première chose, c'est qu'on a assez rapidement inclus la mission d'instruction que nous faisons pour les 43, parce qu'on a une commune en RNU, mais 43 communes de la métropole, mission qu'on fait depuis 2002, donc depuis maintenant pas mal d'années. On a tout de suite inclus cette mission-là dans notre plan de continuité d'activité. Ça a tout de suite été effectivement intégré là-dessus et on s'est mis en ordre de marche pour tout de suite penser qu'un arrêt brutal effectivement de l'instruction, ce serait compliqué à gérer. Alors après, bien entendu, on a fait face à toutes les mesures de confinement et toutes les directives du gouvernement. Donc, on a essentiellement essayé d'organiser un télétravail. Ce qui, chez nous, n'était pas simple, tout simplement parce que même si on avait si on avait anticipé l'échéance de 2022 sur la dématérialisation, on l'avait un tout petit peu retardé dans la mesure où on avait des échéances internes qui étaient les nôtres. On a un gros déménagement, par exemple, de la collectivité. Enfin bref, je ne rentre pas dans le détail. Donc, on n'était pas pleinement, si vous voulez, dématérialisé. On était d'ailleurs essentiellement encore sur de l'instruction papier. Donc le télétravail s'est mis en place assez progressivement avec les aléas de ce télétravail qu'on peut avoir, des problèmes de connexion des agents, des problèmes de matériel. Tous les agents n'ont pas pu être pourvus en ordinateur portable, c'était assez compliqué. Des problèmes de logiciel, d'accès aux différents serveurs et à notre logiciel d'instruction. Donc, c'est loin d'être un long fleuve tranquille, le fait de continuer effectivement à instruire. Et tous les jours, on a des petits grains qui se mettent dans les rouages et qui viennent nous empêcher justement d'avoir un fonctionnement, je dirais, parfaitement normal. Dire qu'on fonctionne normalement, non, on fonctionne un peu en mode dégradé, même si le terme est un peu fort, mais on a effectivement continué d'instruire. Pourquoi ça fonctionne à peu près bien chez nous? Tout simplement parce que on a, et on l'a vu dans le sondage que ça pouvait être effectivement problématique, on a de très bons retours à la fois des communes. Donc les communes chez nous répondent effectivement à cette mission d'instruction, donc à la fois les agents et les élus, puisqu'on a à peu près, je crois qu'on a 5 communes qui sont fermées et on n'a pas forcément de retour de leur part. Sur 44, c'est relativement bonne moyenne. Donc on a le côté communal qui continue. Et on a aussi de très bons retours de la part des services à consulter, puisque, y compris, il faut le noter, les services de l'État répondent présents sur notre territoire pour effectivement répondre à nos sollicitations en retour de consultation. À partir du moment où on a le début de la chaîne, le milieu de la chaîne avec l'instruction et la consultation, et le bout de la chaîne avec effectivement la délivrance des autorisations qui fonctionnent, on peut continuer effectivement à instruire. Donc aujourd'hui, sur
sur la métropole, on continue d'instruire, on continue effectivement de solliciter des pièces manquantes, on continue de notifier des délais d'instruction avec l'incertitude juridique dont nous a parlé Jean-Philippe tout à l'heure. Et on continue, les maires continuent effectivement de délivrer des autorisations. On a dématérialisé la quasi-totalité des pièces, c'est-à-dire qu'en consultation, on est totalement dématérialisé, on consulte maintenant les services par mail. Par contre, on rematérialise beaucoup, enfin on rematérialise aussi des dossiers en bout de chaîne, tout simplement. Alors, soit c'est nous qui le faisons, soit ce sont les communes qui s'en occupent, puisqu'on va généralement transmettre des autorisations, des projets d'arrêtés aux maires, qui vont ensuite les rematérialiser pour les envoyer en recommandé aux différents pétitionnaires. Et puis, nous, on rematérialise aussi, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que, et c'est là qu'on voit que le service peut être un peu dégradé, on avait l'habitude d'envoyer à la fois aux pétitionnaires, à la fois à la commune, au contrôle de légalité, des dossiers papier complets. Aujourd'hui, forcément, comme on est dématérialisé, on a réduit la voilure, c'est-à-dire que le pétitionnaire, au final, il ne reçoit pas forcément, ou en tout cas pas tout de suite, un dossier complet qu'il avait déposé et approuvé avec son arrêté. Par contre, on rematérialise pour le contrôle de légalité. Donc là, au niveau de la préfecture, ils reçoivent ensuite un dossier papier complet. Donc on a un peu une sorte d'hybridation comme ça entre le travail qu'on faisait avant en total papier et la dématérialisation. Au niveau de cette démat, c'est vrai que du coup, on anticipe un certain nombre de choses. Alors, on anticipe plus psychologiquement, si vous voulez, que pratiquement, parce qu'on a encore beaucoup de manipulation papier. J'ajoute que d'ailleurs, si manipulation papier il y a, ça oblige aussi les gens à venir sur site. On a un système de roulement qui s'est mis en place. C'est-à-dire qu'on a des agents qui télétravaillent un certain nombre de jours par semaine, mais qui sont à un moment donné aussi appelés à venir sur site. On travaille actuellement à la métropole au plan de reprise d'activité. Donc, au fur et à mesure, pour anticiper effectivement cette reprise d'activité au 11 mai, on va faire revenir aussi les agents sur site. Je pense notamment au contrôle. C'est vrai que pendant la période de confinement, c'était difficile d'aller contrôler les chantiers sur place. Voilà. Là, maintenant, on commence… Pardon ? Nous sommes encore en période de confinement. Oui, tout à fait. On est encore en période. Alors, passé, mais ce n'est pas encore complètement fini. C'est ça. Alors, je ne dis pas qu'on renvoie nos contrôleurs contrôler tous les chantiers, mais simplement, on les a renvoyés dans leur véhicule faire une tournée de leur secteur et on se rend compte qu'on a à peu près 40% des chantiers, alors pas les très gros chantiers, puisque pour reprendre un très gros chantier, il faut effectivement que la machine reprenne. Et 40% des chantiers, genre de construction de maisons individuelles ou des petites déclarations préalables, qui reprennent. Donc voilà, il faudra anticiper la reprise pleine d'activité. Donc voilà, on n'a pas eu de véritable souci de mobilisation des agents. Je le souligne, je préfère vraiment le dire tout de suite. Je pense que c'est général sur l'ensemble du territoire national. On a vraiment eu effectivement des agents qui étaient motivés à continuer à travailler. On n'a pas eu à gérer de droits de retrait ou ce genre de choses. Donc ça, c'est important, ce qui explique aussi peut-être qu'il y a certes 30% de modes dégradés dans les collectivités, mais il y en a aussi 70% du coup, par le fait qu'ils continuent de travailler. Et c'est aussi parce que les agents se mobilisent et ont bien compris qu'effectivement, c'est une formule de mon responsable de pôle Arnaud Droit, mais que toute l'instruction qu'on fait aujourd'hui, c'est tous les chantiers qu'on va lancer demain. Nous, la particularité, c'est qu'on a continué, y compris de délivrer. Je pense que vous l'avez bien compris dans la période. On n'a pas voulu mettre de côté les autorisations. Je sais que certaines collectivités le font, tout simplement parce qu'on a voulu anticiper la reprise d'activité qui se fera à la fin de la période d'urgence au 24 mai. Il faut écouler les dossiers. C'est parce que si on se retrouve avec une masse au 24 mai, pas très loin de la période de vacances, même si effectivement on va peut-être pas tous partir en vacances, mais ça va perturber quand même la reprise d'activité avec la somme de dossiers qui va en plus arriver, puisque on sait qu'on a des dossiers qui vont être redéposés à cette date-là. C'est tout le sujet de la gestion du stock, notamment dans les services qui sont entre guillemets en sommeil, sans reprocher à qui que ce soit. Alors,
quel est le J'avoue. risque en substance, Ouais. là, donc je pose la question au juriste que tu es, Régis, quel est le risque de permis tacite que l'on va avoir dans des territoires du fait justement d'une difficile gestion de stock ou d'une difficile instruction de dossiers vraiment complexes? Ouais. Voilà. Alors, le dossier tacite en soi, c'est pas quelque chose de très grave. C'est pas grave d'avoir un dossier tacite. Le problème, c'est quand ce tacite, il est illégal. Donc, ça veut dire que tous les agents, en fait, à la sortie, ceux qui se sont complètement arrêtés, qui vont reprendre le travail, ben, non seulement vont devoir instruire les dossiers qui vont être sur leur bureau, qui vont être déposés, ils vont devoir reprendre l'instruction des dossiers qui ont été soit mis en suspens avant le 12, soit déposés pendant le 12, pour vérifier que si d'aventure ils sont devenus tacites, il n'y a pas de problème de légalité. Et il y aura, du coup, forcément, à un moment donné, des problèmes de légalité, parce que si tout a été arrêté, il y a des consultations qui n'ont pas été faites. Bon, après, eh ben, on va se retrouver à gérer des retraits, des procédures contradictoires, des convocations de pétitionnaires pour leur retirer ensuite des dossiers. Ça va effectivement être très compliqué. C'est la raison pour laquelle, si tant est qu'on doit encore motiver les services instructeurs qui sont complètement à l'arrêt, et je sais que parfois c'est très compliqué, notamment quand on a… Il faut savoir que dans certaines intercommunalités ou dans certaines… Voilà, on a un agent, voire un demi-agent qui instruit. Donc, c'est vrai que quand on a une force de frappe un peu plus importante, c'est plus facile de continuer à travailler. Et c'est vraiment important d'anticiper tout ça, parce qu'on va se retrouver dans des situations, y compris juridiques, très, très compliquées. Là, on a, pendant que tu t'exprimes, Régis, quand même une réaction. On a une certaine Cécile Nicole qui dit et est-ce que ça peut être une tactique de faire passer en tacite ce qui ne pose pas de problème après instruction tout de même? Il y a déjà des collectivités qui le font. Hein. Les collectivités qui n'ont pas les moyens de délivrer des autorisations express tout le temps pratiquent déjà les autorisations tacites sur les certificats d'urbanisme, sur les déclarations préalables, parce que matériellement, elles n'ont pas les moyens de le faire. Donc, le faire avant ou le faire après, peu importe. Après, effectivement, ça dépend de la façon et en gros, ça dépend du niveau de service qu'on offre, effectivement, que la collectivité offre aux citoyens, aux administrés. Permets-moi, Jean-Philippe, juste, j'ajoute que, par exemple, la Fédération des promoteurs immobiliers ont essayé de placer l'idée qu'on ait des délais raccourcis par rapport aux délais habituels pendant cette période d'état d'urgence, donc qu'on soit dans des permis express, justement pour encore une fois essayer d'être le plus actif possible au redémarrage à la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Et il faudrait, Régis, tu n'oublies pas que tu t'adresses à tous tes collègues qui sont dans cette situation. Voilà. Est-ce qu'on peut, malgré tout, à la sortie de cet état d'urgence, être dans une période d'inquiétude? Voilà. Vis-à-vis des professionnels, est-ce que les professionnels… Si on n'a pas pleinement anticipé effectivement cette période et qu'on s'est mis totalement à l'arrêt, effectivement, on peut avoir des situations qui vont être compliquées à gérer. C'est sûr. Je le rappelle, hein, Jean-Philippe l'a bien montré dans son diaporama, toutes les dispositions qui ont été mises en place sont effectivement là pour prendre en compte ce confinement. Ça ne nous empêche pas, encore une fois, de continuer de travailler et d'anticiper en fait tout ce qui va se passer après. Alors, une précision quand même sur les tacites. Tous les permis qui ont été demandés pendant la période depuis le 12 mars ne seront pas tacites le 24 mai, on est bien d'accord. Ils seront tacites à la sortie de l'été. Commencera à courir à partir du 24 mai. Alors évidemment, si on a tous les nouveaux permis qui arrivent le 24 mai, plus tous ceux qui sont arrivés entre le 12 mars et le 24 mai, ça va faire de la masse. Hein. Il y a va peut-être falloir renforcer les équipes, mais voilà, il n'y aura pas de tacite. Alors, il peut y avoir des tacites le 25, mais le tacite le 25 mai, c'est un permis qui aura été déposé bien avant le 12 mars et qui était donc le 12 mars à un jour de sa date limite. Donc, il était déjà censé avoir été quasi instruit, terminé le 12 mars. Simplement, paf, on est tombé malade, on était coincé dans un truc, et on reprend le dossier pendant la période de confinement ou le 23, on se dépêche parce que le 24, je crois que c'est un dimanche en plus. Enfin, bon, voilà. Donc des tacites le 24,
à partir du 24-0 il n'y en aura pas des masses. C'était des permis qui étaient déjà quasiment mûrs le 12 mars. Par contre, la masse de dossiers à cette date-là, il ne faut pas se leurrer, hein, on aura beaucoup de particuliers ou de professionnels qui vont déposer des dossiers à compter de cette date-là. J'allais même dire un peu avant, parce que si effectivement on a un déconfinement au 11 mai, psychologiquement, ça va déclencher effectivement une sortie de crise et les gens vont reprendre de plus belle les dépôts qui n'ont pas été faits pendant la période de confinement, parce qu'il faut quand même le noter qu'on a eu une baisse significative des dépôts, des dossiers pendant cette période d'urgence sanitaire, ce qui nous a permis d'absorber justement les dossiers qui étaient en cours d'instruction. On a quand même une baisse, chez nous, on a une baisse assez significative des dossiers déposés, mais il ne faut pas se leurrer. Au 11 mai ou au 24 mai, on va avoir effectivement une recrudescence de tous les dépôts, qui est déjà naturel chez nous en période estivale. Il faut savoir que les petits travaux, on a déjà une hausse dans les mois mai, juin, juillet. On va en plus avoir cet effet ciseau qui va intervenir, c'est une évidence. Il y a peut-être des questions à prendre. Cécile, ton micro est coupé? Moi, il y a 2 questions écrites sur les certificats d'urbanisme, une de Madame Wallet et une de Madame Pires. On va commencer par celle de Madame Pires, qui demande si la cristallisation des droits à construire pour un certificat d'urbanisme préopérationnel reçu avant le 12 mars et traité durant la période d'état d'urgence commence à courir à partir de quand? Il commence à courir à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme si celui-ci est délivré de manière expresse. Il n'y a pas de raison de penser que tous les effets effectivement de ces décisions soient reportés, bien entendu. Et ils commenceront à courir à l'obtention du certificat tacite, donc avec les règles de report et de suspension que Jean-Philippe vous a expliqué, si effectivement il n'y a pas de certificat qui est express qui est délivré. Il faut bien avoir en tête que les durées de validité, donc des permis ou des CU, ne sont pas des délais d'instruction, ne sont pas des délais administratifs, c'est des délais qui sont donnés aux bénéficiaires de ces autorisations, soit pour commencer les travaux, si c'est un permis ou une déclaration, soit pour effectivement déposer une demande au bénéfice des dispositions applicables au moment du CU. Bon. Donc, dans le meilleur des cas, ils entrent dans le champ d'application de l'article 2 de l'ordonnance, une procédure, une formalité à faire avant un certain délai, et cet article 2 ne suspend les délais et ne les fait repartir à partir du 24 juin que pour les délais qui tombent entre le 12 mars et le 24 juin. Donc, le CU, comme vient de l'expliquer Régis, qui a été délivré avant le 24 juin, les 18 mois ou les 2 ans pour déposer le permis ne sont pas encore échus le 24 juin. Donc, c'est la durée de validité normale qui s'applique, comme pour les permis. Une question écrite de Madame Stéphanie qui demande pour les autorisations délivrées entre le 12 et le 25 mars, ne mentionnant pas la suspension des délais de recours, y a-t-il lieu d'adresser un courrier aux bénéficiaires pour les informer, hors arrêté, de la suspension des délais de recours? C'est une bonne question. Cette question revient un petit peu. C'est une bonne question. Je vais vous faire une réponse d'avocat, pas de juriste, d'avocat. C'est mieux d'indiquer effectivement les dispositions de l'ordonnance quand on délivre de façon expresse un permis de construire, ce qui évite on a à la fois l'indication des délais de recours et si on vise l'ordonnance, leur indication de fait de leur suspension et de leur report. Si on ne le fait pas, effectivement, ça peut fragiliser. Non pas l'autorisation, le délai de recours. Le délai de recours. Pas l'autorisation, le délai de recours, simplement le délai de recours. C'est la même fragilisation sur l'affichage. Je veux dire, on sait tous que la jurisprudence sur l'affichage et la preuve de cet affichage laisse planer un aléa important sur ce délai de recours.
un truc supplémentaire. Les panneaux d'affichage qui doivent mentionner les Oui, délais de recours des tiers, il n'y en a aucun qui oui, va il n'y en a aucun qui est à mentionner jour. la Oui. suspension des délais. Enfin, on ne va pas faire réimprimer des panneaux d'affichage chez Point P ou Castorama qui nous les On est vendent, je d'accord. ne sais pas combien, avec la formule toute faite. Et ils n'ont pas été réadaptés parce que les délais ont été suspendus. Donc oui, c'est toujours mieux de l'indiquer. Et si on a Voilà. sorti quelque chose, bah, on envoie un petit truc. Mais franchement, je trouve que c'est plus important de sortir les autorisations qu'on a en stock qu'il y a plus d'enjeux et plus d'urgence. Les recours de ceux qui ont reçu les permis de construire, parce que c'est ceux-là. Hein, donc, c'est important sur un refus, éventuellement, de bien lui dire qu'il a un délai qui a été modifié, etc. Les permis accordés, combien y a-t-il effectivement de recours des bénéficiaires? Pour les tiers, c'est l'affichage sur le terrain. Donc, voilà. Philippe? Oui, si je puis me permettre. J'ai entendu une psychologue du travail qui disait que les webinaires, il fallait aussi les limiter dans le temps. Voilà, hein, qu'on ne dérape pas trop. Je vous propose qu'on ait dans 10 minutes fermé notre session. J'aurais voulu que nous ayons un tout petit temps d'échange. Donc, peut-être, Cécile, tu peux proposer qu'on fasse Oui, tout signe à fait. à la fois pour reprendre, si vous voulez bien, un tout petit peu de hauteur. Il y a, j'ai plus le chiffre, mais vous étiez quand même nombreux, je crois, à peu près 30% à avoir, 29%, c'est ça, à avoir indiqué que vous considériez génératrice d'inquiétude cette nouvelle ordonnance et 4% inadapté, contre-productif. Ça aurait pu être pas mal quand même qu'on ait un tout petit temps de réaction, d'échange là-dessus, premièrement, et tant que j'ai la parole, je voudrais indiquer qu'évidemment, les ministères nous encouragent à délivrer des messages de réactivité des collectivités. Bon, chacun apprécie hein, avec sa capacité. Et ils insistent beaucoup, notamment, non pas sur les autorisations d'urbain, enfin si, ils insistent sur les autorisations d'urbain, c'est clair, mais ils insistent beaucoup aussi dans le traitement des DIA et que l'habitude qu'ont les collectivités, de toute façon, d'exprimer de manière expresse leur non désir de préemption, bref, soit vraiment renforcée, qu'on ait une réactivité, c'est leur souhait le plus cher, sous la pression évidemment du notariat, qui lui est très demandeur, hein, que toute la dynamique du marché immobilier ne soit pas cassée. Ah, je vois Régis qui fait mou, mais je passe mon message et puis tu réagis. Simplement, voilà. Il y a un appel à une surréactivité de la collectivité pour être dans la renonciation express. Voilà. Régis, vous vouliez réagir? Non, je sais, des fois c'est un peu paradoxal, effectivement, quand on entend les notaires nous dire qu'effectivement ils ont besoin des collectivités. Nous, on délivre des certificats d'urbanisme, mais derrière, on a quand même des clients des notaires qui nous disent de toute façon, mon notaire m'a dit qu'il ne se passerait rien, hein, donc c'est pas très grave si je ne l'ai pas tout de suite. Donc voilà, après. Voilà. Et ben, il y a une distinction entre le CSN, le Conseil supérieur des oui, notaires, mais c'est normal. qu'on peut observer localement. Voilà. Et puis, ce n'est pas parce que quelqu'un ne travaille pas qu'on doit, nous aussi, se mettre du coup à ne pas travailler. Donc, non, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'on a des réactions, effectivement des avis? Je vois Madame Wurst qui lève la main. Je vais vous permettre de parler. Oui. Alors, votre micro doit être activé. Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation qui a été très claire au niveau notamment de la gestion des délais, parce que c'est assez compliqué quand même. Nous, alors, par rapport à la métropole du Grand Nancy, on a un service commun qui instruit pas pour toutes les communes déjà, et on a des communes qui sont complètement fermées. Donc, on a estimé qu'on n'avait que 30% des dossiers qui ont été transmis au service commun. Donc, ça fait peu. Donc, on se dit qu'il y aura beaucoup de gestion de stock à reprendre avec la reprise. Donc, aujourd'hui, ils ont une continuité parce qu'ici, il y a du présentiel. Ils tournent comme à Metz. Et ils prennent aussi des dossiers à la maison, du coup, et ils ont accès en télétravail au logiciel d'instruction. Et ils font les consultations, voilà. Donc, il y a beaucoup de services qui répondent quand même en consultation. On a juste la problématique des commissions sécurité, etc., accessibilité, qui vont se tenir qu'au mois de juin, par rapport déjà à ce qui est en stock. Et donc, après, il faudra gérer ce qui va arriver après le déconfinement.
Donc ça, c'est une problématique. Et donc du coup, c'est aussi sensibiliser les élus, parce que les élus aujourd'hui sont très sensibles justement à la reprise des activités par rapport à l'économie. Mais ils sont aussi accaparés par la gestion des masques, par les écoles, etc. Et donc du coup, aujourd'hui, il faut vraiment, je pense, les sensibiliser au niveau national, de dire qu'aujourd'hui les délais justement ont été raccourcis d'un mois et qu'il y a aussi justement dans les plans de reprise qui sont aujourd'hui à avoir des instructeurs dans les mairies pour justement bien transmettre les dossiers, etc., de tout ce qui a été arrêté finalement. Donc ça va être une problématique. Et ces instructeurs ont été un peu coupés aussi justement des ordonnances, même si on leur donne des informations par mail, etc. et tout. Mais du coup, d'assimiler toutes ces nouvelles dispositions. Je me permets juste de rebondir tout à fait, Madame Vierth, vous avez tout à fait raison. Il faudra être aussi très vigilant sur la façon de la jouer. C'est très bien d'instruire, c'est très bien de proposer des décisions, mais encore faut-il que le début, que le bout de la chaîne, que l'élu puisse délivrer. On peut penser qu'effectivement, après, on est des communes qui vont stocker un certain nombre d'arrêtés et ça peut être problématique s'il n'y a pas de décision express, si vous voulez, pendant sachant que Jean-Philippe a raison, après on a des décalages, le délai où le dossier va être tacite, il va être repoussé. C'est extrêmement important que nos élus comprennent bien. Il faut déjà qu'ils comprennent que poursuivre une activité dans cette période-là, c'est pas facile. Sincèrement, c'est pas facile. Il faut avoir des moyens. Toutes les collectivités ne les ont pas, à la fois humains et financiers. Les moyens informatiques, c'est là qu'on se rend compte que parfois, au niveau informatique, je ne dis pas qu'on est les parents pauvres, mais il faut pour dématérialiser les autorisations, il faut que ça puisse suivre techniquement. Et il faudra bien anticiper la reprise d'activité. C'est extrêmement important. Et d'autre part, pour la dématérialisation, par rapport à la dématérialisation aussi, moi j'en étais une qui prônait justement qu'il y ait un assouplissement de pouvoir déposer un permis directement au service commun mutualisé. Ce qui permet justement de recevoir directement les demandes et en informer le maire en disant qu'il y a bien un dossier qui a été déposé, qu'il peut en prendre connaissance, mais ça apporterait de la souplesse justement dans des conditions similaires. C'est revenir sur un principe important en matière d'autorisation, qui est celui du guichet unique, mais c'est vrai que ça facilite beaucoup de choses, on est bien d'accord. Vous savez, vous aussi sans doute, on a déjà bataillé tout au début pour avoir des délégations de signatures sur les pièces d'instruction, notification de délai, demande de pièces manquantes. C'est déjà très compliqué psychologiquement pour un élu de déléguer sa signature. C'est vrai que, alors là, pour le coup, se passer du principe du guichet unique. Voilà. Mais ça peut être une souplesse accordée, ce n'est pas forcément une obligation. Je suis d'accord. On peut effectivement. Je partage. Ouais. Alors, je vous remercie, Madame Vierth. Il nous reste quelques minutes. J'ai promis à Madame Rodriguez-Garcia qui lève la main une dernière prise de parole. En quelques minutes, si vous le voulez bien, je vous donne la parole et ensuite on conclura. On doit vous entendre. C'est bon. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, c'est bon. Donc, bonjour à ceux que je connais. Je voulais intervenir. Vous avez un petit peu répondu, Monsieur Brousse, mais intervenir aussi sur le fait qu'aujourd'hui, on est aussi confronté à la difficulté où nous avons des équipes municipales qui ne sont pas renouvelées, c'est-à-dire que le maire n'est pas réélu, sauf que le maire, en fait, est toujours élu puisqu'il a les pleins pouvoirs. Donc, on a cette problématique-là, c'est qu'on va avoir, nous, sur le Grand Reims, oui, pardon, je ne me suis pas présentée, sur le Grand Reims, on instruit pour l'ensemble des, alors pas toutes les communes, pas sur les 143, mais sur 126 des 143 communes de la communauté urbaine. Et du coup, on a des maires qui n'ont pas été réélus. Certains, comme ils ont les pleins pouvoirs, souhaitent quand même signer des permis. D'autres souhaitent que ce soit celui qui a été nouvellement élu qui puisse être installé. Donc, on a aussi ce souci-là, c'est-à-dire qu'on instruit, mais finalement, les permis ne sont pas délivrés puisqu'on a un problème de signature. Donc ça, c'est bon, c'est les vicissitudes de l'activité. En termes d'expérience, nous, on a pris contact dès la première semaine de confinement avec nos partenaires, et notamment, par exemple, la DDT, la CDPNAF, l'ABF, Enedis et autres. Tous nous ont proposé des boîtes mail qu'ils ont, des adresses mail qu'ils ont créées, qui nous permettent comme ça de fluidifier leurs avis, et ils sont plutôt en ordre de marche pour y répondre. Ah, oui. D'ailleurs, je suis assez surprise parce qu'on répond plus vite aujourd'hui qu'habituellement. Oui. Donc,
Ça, on peut aussi voir… Paradoxalement, oui. Voilà, parce qu'on est toujours sur le négatif, mais il y a aussi du oui, tout à fait, vous avez raison. Voilà. Par contre, ce que je constate, c'est que les architectes ne déposent pas beaucoup de permis, enfin les maîtres d'œuvre, les promoteurs et architectes, qu'on a très peu de déclarations d'ouverture de chantier, qu'en fait, on a beaucoup stigmatisé le fait que les services n'instruisaient pas, mais en fait, la mise en application d'une autorisation d'urbanisme ne se fait pas par les professionnels de l'immobilier, donc c'est quand même assez paradoxal. Et aujourd'hui, je ne sais pas si les autres collectivités ont la même chose, mais il y a une baisse d'activité. Tout à fait. Non pas de ce qu'on avait en magasin, ça on le gère, mais surtout ce que aurait pu être déposé entre-temps oui. dans les mairies. Et je n'ai pas forcément… j'ai un petit peu ce problème de mairie fermée, mais pas tant que ça. C'est vraiment les professionnels qui ne déposent pas. Par contre, je me posais une question, est-ce que dans ce contexte et à l'avenir, est-ce qu'il serait possible que la DCF, mais toutes les organisations représentatives des collectivités et des professionnels de l'urbanisme, pourraient peut-être faire un peu de lobbying auprès du ministère pour que la dématérialisation, et notamment les plateformes Plateau et autres, se mettent en place peut-être un peu plus rapidement que ce que l'on a aujourd'hui et que nous ne soyons pas obligés d'attendre le 1er janvier 2022 pour que ça fonctionne. Parce que… Et Sylvie, là, tu sais que c'est bien notre souhait. Moi, je suis très impliqué, même avec un des collègues de Régis, par exemple, qui nous aide, qui est le directeur Arnaud Droal, qui est le directeur du service des droits des sols à Metz Métropole. On est très impliqué sur le sujet de la dématérialisation, de l'organisation des plateformes nationales, Plateau et autres, comme tu dis. C'est un chantier colossal. Voilà. Et on peut dire, alors là je le dis sans flagornerie, mais on peut vraiment dire que l'administration, la DHUP, met le paquet dessus. Ils sont très nombreux avec de très gros moyens. Leur objectif est bien de réussir à offrir une plateforme nationale pour la démat des autorisations d'urbanisme. Et alors peut-être que Covid-19 va freiner un peu l'affaire, mais leur objectif est de rentrer vraiment dans des phases d'expérimentation là, incessamment sous peu. C'est vraiment en train de se structurer. Je pense, s'il n'y avait pas eu la crise, je pense qu'on peut dire que l'État est au rendez-vous dans le temps imparti. Voilà. Et je peux témoigner, sans être payé par eux, vous le savez bien, mais je peux témoigner de l'énergie déployée là-dessus. Et de la même façon, et ce sera comme ça, j'en profite, je fais mon petit mot de conclusion, parce qu'on va arriver à la conclusion, c'est si. Sylvina, si tu m'en veux pas, le deuxième sujet, c'est que nous avons la dématérialisation des autorisations d'urbanisme dont tu viens de parler. Et il y a le sujet aussi, Marianne Birth du Grand Nancy qui est intervenue aurait pu le mentionner, elle est très impliquée dans un groupe de travail qui justement a pour objet la dématérialisation des DIA, les discussions qu'il peut y avoir à le Conseil supérieur des notaires pour essayer d'organiser, mais là aussi il faut une plateforme d'échange nationale, tout ça est un peu compliqué. Ce sont deux sujets sur lesquels la DCF est assez impliquée, pas techniquement à votre niveau, si je puis dire, mais c'est justement, on est assez animateur de réflexion sur ces deux sujets de dématérialisation, DIA et autorisation d'urbanisme. Et enfin, j'en profite parce que je ne reprendrai pas la parole comme ça. Sylvina, je t'ai un peu coupé, mais il faut… mais j'en profite pour rappeler l'intérêt que je porte à la petite enquête flash. Cécile vous redonnera son lien, tu vas faire ça, parce que cette petite enquête de 5 ou 6 questions est très important pour les discussions au national qui se passent aujourd'hui sur ce sujet autorisation d'urbain. Jean-Philippe l'a dit, il n'est pas exclu qu'il y ait une nouvelle ordonnance qui, encore une fois, raccourcisse. Vous avez bien noté qu'entre les deux ordonnances, on a perdu le mois tampon. Certains des participants à notre conférence l'ont bien dit, ben ouais, mais ça nous enlève une sécurité justement pour gestion du stock à la sortie d'état d'urgence. On en est bien conscient, mais je peux vous dire que la bataille a été assez dure à mener au niveau des webconférences avec les ministres, les présidents, etc. Et que globalement, j'ai presque envie de le dire, soyons déjà heureux du sort qui nous est réservé parce qu'on a passé près d'une situation beaucoup, beaucoup plus complexe pour nous, collectivités. Voilà. On est bien d'accord.
Peut-être tu veux donner un mot de conclusion à chacun avant de conclure, Cécile? Un petit alors. Jean-Philippe Strebler, est-ce que vous voulez nous dire un mot? Puis Régis Brousse. Écoutez, bon courage à tout le monde. Voilà, on a évité un certain nombre de choses. Il y avait à un moment donné plus de suspension du tout, quoi, quasiment. Donc voilà, essayons effectivement de faire contre mauvaise fortune bon cœur et allons-y pour essayer de relancer les choses parce que tout le monde va en avoir besoin. Il y en a qui sont encore beaucoup plus durement touchés que nous dans leurs activités, dans leurs revenus, dans leur vie quotidienne. Voilà, bon, courage. Monsieur Brousse, vous vouliez rajouter un mot? Oh, il faudra qu'on tire du positif de cette situation. Sur la dématérialisation, je pense qu'on pourra déjà en tirer du positif psychologiquement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on bricole un peu parce qu'on n'a pas la plateforme nationale, parce que voilà, il y a plein de choses à mettre en place, mais psychologiquement, chez les agents, déjà, ça a commencé, cette période a commencé à faire mûrir que la démat, c'était possible. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et comme le disait Marianne Wiers, il faudra vraiment sensibiliser nos élus sur la reprise d'activité. Alors, ça ne va pas être simple parce qu'effectivement, l'instruction ne va pas être en haut de la liste de cette reprise d'activité, mais ça fait partie de la chaîne économique. Donc, il faudra bien avoir ça en tête. Hein. Le lobby qu'a eu le BTP là-dessus est significatif. Donc, voilà, nos élus, il faut qu'ils soient bien conscients qu'il va falloir qu'on puisse répondre en temps et en heure avec les effectifs qui vont bien sur cette reprise d'activité.